Bonjour, je vais vous parler d'une maladie inquiétante qui se répand sur la planète. Non, il ne s'agit pas de la Covid-19, il s'agit de l'infobésité, une sorte d'avalanche de contagion d'informations qui fait que nous sommes, que vous êtes gavés, goinfrés d'informations. Ah, c'est un luxe, c'est un bénéfice, notamment pour le savoir et pour la démocratie, mais c'est aussi un risque. Et en tout cas, c'est une première dans l'histoire de l'humanité. Allez, remontons le temps et restons en France. Nous sommes le 14 juillet 1789. Il se passe un petit quelque chose du côté de la place de la Bastille. La grande prison est prise d'assaut, elle est saccagée, ravagée, ruinée, les prisonniers sont libérés. À quelques kilomètres de là, à Versailles, le roi Louis XVI n'est au courant de rien. Personne ne lui dit. Il n'y a pas d'information. Le soir avant de se coucher, dans son journal, il écrit « 14 juillet 1789, : rien ». Avançons un peu dans le temps. Nous sommes le 9 septembre 1843. Victor Hugo a fait un voyage très agréable en Espagne avec sa maîtresse Juliette Drouet. Il remonte par la côte atlantique, il fait beau encore en ce début d'automne. Il arrive à Rochefort, il s'assoit au café de l'Europe sur la terrasse. Il ouvre un journal qui est là, qui s'appelle Le Siècle. Il lit les rubriques politiques, internationales, faits divers. Dans les faits divers, il apprend que sa fille, Léopoldine, quelques jours plus tôt, s'est noyée en faisant de la barque avec son fiancé. Personne ne l'avait prévenu, aucun média, aucun téléphone. Victor Hugo ne le savait pas, il l'a appris par hasard des jours plus tard. Continuons à nous rapprocher de nous. Nous sommes en 1970. Pierre Lazareff est le patron du plus grand quotidien français, France Soir, qui tire à des millions d'exemplaires, qui tire en permanence. France Soir, dernière édition, crient les vendeurs dans la rue parce que toutes les 2 heures, il y a une nouvelle édition. Et puis, le patron Lazareff se rend compte que ça commence à décliner France Soir. Il se demande pourquoi. Il se renseigne, il étudie et il comprend. Et il a cette phrase tellement éloquente sur notre modernité. Avant, quand il y avait une nouvelle, les Français descendaient dans la rue pour acheter France Soir. Maintenant, ils remontent chez eux pour allumer la télévision. Rapprochons-nous encore. Nous sommes le 25 juin 2009. Un réseau social, on ne les appelle pas encore ainsi, commence à faire parler de lui. Oh, il n'est pas très sérieux, mais enfin il est sympathique. Il s'appelle Twitter, le gazouillis. Et qu'apprend-on ce jour-là sur Twitter ? Eh bien, une fois de plus, parce qu'on entend cette fausse nouvelle très souvent, une fois de plus, on nous apprend que Michael Jackson est mort. Sauf que cette fois, c'est vrai. Et ce n'est pas par une agence de presse, ce n'est pas par un grand network, ce n'est pas par un journal, c'est par ce réseau social que l'info aura été sortie, avant d'être bien sûr vérifiée et répandue sur toute la planète. L'infobésité est arrivée. De tous les côtés, l'information vient à vous. Vous n'avez plus à aller chercher l'information, elle vous inonde, elle se répand, elle est dans votre poche, elle fait bip bip, vous la regardez, vous ne pouvez pas y échapper. L'information a pris le pouvoir sur l'informé. Il est temps que l'informé se défende et fasse attention à trier le vrai du faux, la bonne information de la mauvaise. Ah bah tiens, puisque c'est comme ça, je vais vous donner une vraie information importante, la véritable histoire de l'écharpe rouge. Je vous la donne parce que par le plus grand des hasards, et on ne l'a pas fait exprès, c'est ici, au Palais des Glaces, que tout a commencé. Il y a maintenant plus de 30 ans, je participais à un jeune concours d'étudiants. On faisait ce qui ne s'appelait pas encore à l'époque le stand-up, on faisait des sketchs, on imitait. Bon. Moi, j'étais à l'époque étudiant en Normal Sup, je suis venu faire un sketch sur ce qui me passionnait, la politique. J'ai fait un sketch sur François Mitterrand. Et évidemment, je me suis un peu déguisé, j'ai mis un chapeau et l'écharpe rouge mythique de François Mitterrand. Et il se trouve que j'ai gagné ce concours. Le président du jury, Marc Jolivet, humoriste, m'a remis le trophée à la fin de la soirée et il m'a dit « Jeune homme, cette écharpe rouge vous porte bonheur, gardez-la, c'est un peu comme un rideau de théâtre pour vous. » Et je l'ai pris au mot. Depuis ce jour-là, j'ai gardé l'écharpe rouge. Incroyable, n'est-ce pas, qu'on se retrouve ici au Palais des Glaces plus de 30 ans après et que je vous donne cette histoire. Elle est belle, mais elle est complètement fausse. Je viens de l'inventer. Elle est crédible puisque nous sommes dans les lieux et puis que tout collait, mais elle est fausse. Et je fais ça souvent. Quand je vais en province parler à des lycéens, à chaque fois j'invente la véritable histoire de l'écharpe rouge, toujours liée à leur ville, à leur environnement. Et à la fin, je leur dis que c'est faux. Sauf que quand je leur dis que c'est faux, comme l'histoire a pris 2 ou 3 minutes, eh bien, certains dans la classe l'ont déjà tweeté, l'ont déjà mis sur leur page Facebook, l'ont déjà envoyé à leurs amis. « Ah, ça y est, je sais l'histoire de l'écharpe rouge. » Oh, c'est pas grave, ce n'est que l'écharpe rouge. Mais ça pourrait avoir des conséquences plus graves. Par exemple, je vais vous raconter l'histoire de la dépêche d'Ems. Nous sommes le 13 juillet 1870.
l'empereur de Prusse a une envie, c'est se mêler du remplacement du roi d'Espagne. Le trône est vacant, il pousse un de ses cousins, Hohenzollern. Mais la France ne l'entend pas de cette oreille. Pas question que l'Allemagne choisisse le roi d'Espagne. La France intervient, l'empereur décide de faire la paix, il dit d'accord, très bien, je retire la candidature de mon parent, nous ne choisirons pas. Et il envoie à son chancelier, Bismarck, un télégramme disant on apaise les choses avec la France. Bismarck ne l'entend pas de cette oreille, il a envie d'en découdre. Alors, il téléguide un article dans un journal allemand, un article plus dur qui explique que la France s'est mal comportée. L'article fait l'objet d'un autre article dans un journal français qui s'offusque. À ce moment-là, une agence allemande fait une dépêche, la fameuse dépêche d'Ems, pour dire que ça ne se passera pas comme ça. Et elle raconte comment l'ambassadeur de France a rendu visite à l'empereur d'Allemagne. La dépêche est envoyée en France. Elle est traduite. Et le mot adjutante, qui veut dire aide de camp en allemand, est traduit en français par le mot adjudant. Donc, pour les Allemands, c'est l'aide de camp de l'empereur qui a accompagné l'ambassadeur. Pour les Français, c'est un simple adjudant qui a été chargé de congédier l'ambassadeur de France. Les choses s'enveniment, ça donne la guerre de 1870, ça donne la fin de l'Empire, du Second Empire de Napoléon III. Vous voyez, une information bien présentée, mal présentée, peut changer le cours de l'histoire. Alors contre cela, qu'y a-t-il ? D'abord, plusieurs remèdes. Le premier remède, c'est de se méfier des belles paroles, que ce soit pour parler d'une écharpe rouge qui n'a pas d'importance ou du trône d'Espagne. Gorgias, dans la célèbre fable racontée par Platon, dit à Socrate « Mets-moi le meilleur des médecins, mets-nous tous les deux face aux malades, nous leur parlerons, et tu verras que les malades me croiront moi et non le médecin, parce que l'art de la rhétorique est supérieur à tous les arts. » Et que voyons-nous aujourd'hui ? Eh bien, des médecins qui parfois ne sont pas bien écoutés, alors que des beaux parleurs, des charlatans, parfois médecins aussi, parfois politiques, ont les faveurs des foules. La rhétorique, la manière de dire, transmettre, être le média, il faut toujours s'en méfier. Mais s'en méfier, ça ne veut pas dire qu'il faut le combattre et le renier. Non, il faut juste développer l'esprit critique. L'esprit critique, ça se forme, ça s'entraîne comme un muscle, disait Descartes. Oui, l'esprit critique, c'est non pas renier l'information, mais faire de la gymnastique avec l'information. Est-ce qu'il faut croire ou ne pas croire ? Surtout, ne pas croire. On n'est pas dans le domaine de la foi. Une information, ça ne se croit pas, ça se considère. Qu'est-ce que ça veut dire, considérer ? D'abord, considérer, c'est avoir du respect. J'ai de la considération pour une personne. Quand il y a une information, je la considère. Je fais partie de mon temps, je dois y prêter attention. J'ai du respect pour l'information. Mais considérer, ça veut dire aussi examiner. Je considère la situation, je regarde tous les recoins. Et puis à la fin, considérer, ça veut dire se faire une opinion. Je considère que cette idée est bonne. Je considère que tu as tort. Considérer, c'est la bonne attitude face à une information. Ensuite, dans un deuxième temps, il faut toujours se poser la même question. Qui parle ? Une information, c'est du verbe, ou une image, qui est un autre langage, avec un émetteur et un récepteur. Qui est l'émetteur ? D'où parles-tu ? Disaient les gauchistes au moment de mai 68. Et ils n'avaient pas tort. Quand on parle, on représente quelqu'un, son média, sa famille de pensée, ses intérêts, sa propre subjectivité. Il n'y a pas d'objectivité. On peut être honnête, on ne peut pas être objectif dans une information. Il faut avoir, disait Jean-Jacques Servan-Schreiber, le fondateur de l'Express, il faut avoir la subjectivité désintéressée. La subjectivité, c'est moi, ma sensibilité, mes convictions, c'est bien, c'est ma richesse. Mais il faut qu'elle soit désintéressée quand je suis journaliste. Si elle est intéressée, parce que je veux aider une entreprise, aider un homme politique, je ne suis plus journaliste, je suis militant. Mais si je suis subjectif, mais désintéressé, là, je fais mon travail. Qui parle ? Celui qui parle est-il désintéressé ? Et ça, en enquêtant un peu, on le voit très vite. On voit bien qui signe les papiers, on voit bien d'où est l'émetteur. Ça ne veut pas dire qu'il ment, ça veut dire qu'il nous donne son point de vue, le point de vue. Jean-Jacques Servan-Schreiber disait aussi, c'était devenu la devise de l'Express. Dire la vérité telle que nous la voyons. Telle que nous la voyons ? Ah ben bien sûr, c'est le reporter qui va sur le terrain, qui voit et qui raconte ce qu'il a vu, sans mettre de commentaires, juste ce qu'il a vu. Mais ce qu'on voit peut être trompeur. Telle que nous la voyons, ça veut dire aussi
avoir un point de vue. C'est notre point de vue, nous voyons les choses comme cela. Et c'est très honorable. Telle est la subjectivité des intéressés. Une usine de chaussures explose en Chine. Un journal va titrer « Dramatique accident en Chine, 50 ouvriers tués ». Ça sera une agence. Mais l'Humanité, journal communiste, va titrer « Le capitalisme mondialisé tue 50 ouvriers en Chine ». Ah. Un journal américain va titrer « La politique industrielle de Pékin tue ». Et que va écrire le journal de Pékin pour répondre aux Américains? Rien, parce que pour Pékin, il n'y a pas eu d'accident. Il n'y a pas d'enfants qui travaillent dans les usines de chaussures en Chine. Vous voyez, le même fait, des points de vue différents. Pour se prémunir contre les mensonges, que faut-il faire? Tout lire. C'est le remède suivant. Le pluralisme. Ah, évidemment, au temps de l'infobésité, tout lire, ça devient compliqué, ça devient même impossible. Donc, il faut éviter l'erreur suivante qui est de lire n'importe quoi. Puisqu'on ne peut pas tout lire, on lit n'importe quoi. Le premier site internet qui se présente, la première rumeur sur un réseau social, on la lit et on la croit. Double erreur. Non, tout lire, c'est lire le plus possible. C'est être dans le pluralisme. Tiens, c'est pas mal cet article du Figaro, mais qu'en dit l'Humanité? Tiens, c'est intéressant cet article de Libération, mais qu'en dit l'Express? Le pluralisme, c'est-à-dire déguster le grand festin de l'information en picorant dans tous les plats, le pluralisme, c'est le meilleur vaccin, non contre le mensonge, il y en aura toujours, mais contre l'unique vérité, contre la subjectivité intéressée, le militantisme. Écoutons plusieurs voix avant de forger notre opinion. Et ça, c'est la dernière étape. Oh, c'est très bien de regarder les informations, de les considérer. C'est encore mieux d'avoir plusieurs sources d'informations pour les comparer, les mettre en compétition. Mais ce n'est pas suffisant. Le troisième étage de la fusée du citoyen du XXIe siècle, informé, c'est de se former. Avec tout ce que j'ai lu, avec tout ce que j'ai entendu, qu'est-ce que je crois? Est-ce que je crois quelque chose? Est-ce que j'ai une conviction? Est-ce que j'ai une idée? Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour la défendre? À ce moment-là, le citoyen n'est pas seulement informé, il est formé, c'est-à-dire éduqué, pour prendre sa part, pour prendre sa place dans le débat citoyen, dans le grand tumulte de l'information qui n'est finalement que le bruit de fond de ce que l'on appelle la démocratie, de ce que l'on peut appeler même le genre humain, l'humanité, le vivre ensemble. Voilà ce qu'il faut faire. Ne pas croire, mais considérer. Faire attention à savoir qui parle, d'où il parle. Écouter plusieurs voix pour savoir d'où elles parlent. Une fois qu'on a écouté assez, et on ne peut pas le faire tous les jours sur tous les sujets, c'est vrai, savoir ce que je pense et ce que je pense. Et quand je pense, quand je suis sûr, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Où vais-je renvoyer, transmettre la balle de l'information dans la quête de la vérité? Ça, c'est le travail du citoyen. Le citoyen n'est un bon citoyen que s'il est bien formé, que s'il est bien informé. Merci.